Les futuristes italiens, on arrive enfin à l'image, les futuristes italiens ont radicalisé le projet d'une fonction politique de l'image. La solidification de l'ambivalence formelle de l'impressionnisme au moyen de lignes forces, donc, trouvait son équivalent politique dans l'idée de la révolution comme organisation de masse inerte et amorphe. Les historiens du futurisme et du fascisme ont bien établi que les liens entre l'esthétique et le politique ne furent pas simplement ceux d'une analogie. Explorant les ressources motrices de leur image, les futuristes leur attribuaient la fonction de modèle et par là même d'instrument de réalisation dans le cadre de l'action politique future. Je cite donc le manifeste futuriste qui explique le passage que je vais citer, l'image qu'on voit, donc l'image Revolto de Luigi Russolo de 1911. Voilà ce qu'écrivait le manifeste de 1912. Le désir d'intensifier l'émotion esthétique, fondant en quelque sorte la toile peinte avec l'âme du spectateur, nous a fait déclarer que celui-ci doit être placé désormais au centre du tableau. Il n'assistera pas, mais il participera à l'action. Si nous peignons les phrases d'une émeute, la foule hérissée de poings et le brillant assaut de la cavalerie se traduisent sur la toile par des faisceaux de lignes correspondant à toutes les forces en conflit, en suivant la loi de violence générale du tableau. Ces lignes forces doivent envelopper et entraîner le spectateur, qui sera en quelque sorte obligé de lutter lui aussi avec les personnages du tableau. Fin de citation. Au demeurant, les différences entre les expressionnistes activistes et les futuristes étaient au moins aussi importantes que les analogies. Car si les futuristes attendaient littéralement la violence que la forme artistique était censée dompter afin de la propager, les expressionnistes comprenaient ce terme dans son sens strictement idéal, en tant qu'énergie impétueuse de l'esprit. Si l'influence politique principale sur les futuristes avait été Georges Sorel, qui était le grand aspirateur aussi de Mussolini, c'était Kropotkin, Gustav Landauer, Erich Mühsam et d'autres anarchistes pacifistes qui avaient déterminé les conceptions politiques de Die Aktion. De ce point de vue, rien ne s'opposait plus puissamment au bellicisme nationaliste des artistes italiens que le pacifisme cosmopolite des Allemands. Ces derniers, pour la plupart passablement chrétiens, étaient aussi très influencés par Tolstoï, qui, comme les futuristes, croyait fermement au caractère contagieux de l'art. Mais en opposition à ce dernier, Tolstoï et ses disciples en Allemagne n'aspiraient pas à exploiter les capacités contagieuses de l'art pour propager la violence, mais pour l'éliminer. En d'autres termes, la révolution des expressionnistes se différenciait de la révolution sorelienne en ce qu'elle était pacifiste et de la révolution marxiste en ce qu'elle était idéale. Cependant, toutes ces révolutions, soreliennes, marxistes et idéales, partageaient un imaginaire apocalyptique. La révolution de l'idée en particulier, celle des expressionnistes, était censée émaner du sujet de manière immédiate, volontaire et impérative. L'un des leitmotifs des écrits politiques de Die Aktion était le combat contre le principe passif de l'attente messianique. Et tandis qu'Einstein déplorait le fait que la démocratie libérale parvenait à rationaliser les catastrophes, Rubiner expliquait que l'esprit, à la différence de la civilisation, était intrinsèquement réfractaire à l'évolution, car le régime ontologique de l'esprit était celui de la catastrophe. Je cite Rubiner, « L'esprit se verse de la gorge, du gorge de la catastrophe ». Alors, quant aux futuristes, ils ne se sont pas désolidarisés dans les réactions des autres anarcho-syndicalistes en Italie. La guerre pouvait effectuer parfaitement le travail qu'ils avaient attribué au début à l'imaginaire de la Révolution. Ce que ce dernier était avant tout moral et certainement pas économique. La guerre s'avérerait le champ baptismal idéal pour forger des vertus telles le courage,
le renoncement ascétique à soi-même, etc. Guerre et révolution pouvaient aussi bien, après tout, briser la stagnation rigide de la forme achevée, de la forme naturelle, sociale et plus généralement historique. Dans son livre Guerra Pittura, qu'il avait conçu pendant la guerre, Cara devait écrire « Guerre ou révolution, toutes les deux purificatrices, toutes les deux revigorantes ». Plus tard, à la fin de la guerre, quand le futurisme allait devenir l'une des composantes les plus importantes du fascisme, Marinetti évoquerait tout simplement la guerre révolutionnaire menée par une minorité d'intellectuels qui étaient, je cite, les meilleurs, les moins entravés par la tradition et les plus opposés à l'inertie du pacifisme. Venons-en maintenant à la révolution spirituelle. Donc, il s'agit d'un modèle apocalyptique qui avait investi surtout l'idée d'une révélation progressive de l'esprit. Cette version peut être relevée dans les œuvres et les textes des artistes ayant lié le destin de l'art à celui de la religion. La politique en tant que telle n'était pas si importante, ni pour Vassili Kandinsky, ni pour Franz Marc, dans la mesure où les dystopies de leur temps leur paraissaient plutôt une affaire de défectuosité spirituelle. Je voudrais rappeler d'abord le passage souvent cité du prospectus de souscription de l'almanach du Blaue Reiter. C'est Franz Marc qui écrivait, et je cite donc, « L'art prend aujourd'hui des directions dont nos pères étaient loin de rêver. Devant les œuvres nouvelles, on a l'impression d'être plongé dans un rêve et d'entendre les cavaliers de l'Apocalypse fendre les airs. On sent une tension artistique gagner toute l'Europe. De toutes parts, de nouveaux artistes s'adressent, des signes. » Fin de citation. L'universalisme géographique, de toutes parts de l'Europe donc venait des signes, cet universalisme géographique devenait la preuve du déterminisme historique. La nouvelle peinture puisait les métaphores de sa légitimité systématiquement dans la nature. Pour Franz Marc, la nouvelle peinture traversait les frontières nationales de la même manière arbitraire et par là éminemment objective que les graines étaient disséminées par le vent, de sorte que la seule référence positive à la nature aveugle que se permettait ces jeunes peintres austères était lorsqu'il s'agissait de défendre l'universalisme de sa peinture, équivalent, disait-il, au déterminisme implacable des lois naturelles. Dans tous les cas, le moment historique qu'ils étaient en train de vivre était pour tous les expressionnistes celui d'une tension, d'une transition, celle entre l'ère finissante du matérialisme et la révélation du grand spirituel. La tension artistique de l'almanach était lui-même une manifestation, était juste l'anticipation sensible et condensée de cette tension historique diffuse et plus globale. L'attitude de Marc et de Kandinsky envers l'histoire était faite d'attente, de décalage. Ils croyaient en la révélation apocalyptique progressive et immanente à l'histoire, même s'ils pensaient en accélérer la réalisation par les œuvres, même s'ils vivaient déjà ce qui n'existait pas encore. Le fondement de cette logique était la dissociation entre l'extérieur et l'intérieur, la matière et l'esprit, l'organique et l'abstrait. Comme tous les peintres qui avaient travaillé sur l'abstraction, Kandinsky et Marc ont épuisé les implications du principe selon lequel la vérité de la nature se cache derrière ses apparences. Selon eux, plus grande était la différence entre la peinture et les formes naturelles, mieux la peinture révélait l'essence de la nature. Ce qui prévalait ici, c'était donc le principe logique de la contradiction, selon lequel plus deux objets ont l'air d'être dissemblables, plus ils sont en réalité semblables. Dans sa première lettre en Schoenberg, Kandinsky qualifiait lui-même sa conception artistique de antilogique, tandis que dans nombre de ses écrits, il défendait la dissonance comme la notion centrale pour la composition picturale et musicale de son temps, ainsi que pour la fusion au sein d'une œuvre d'art totale.